Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le talk du football amateur, un nouveau rendez-vous chaque semaine pour parler de toute l'actualité des différents championnats national, national 2, national 3. Il y aura des invités, des analyses, des débats sur différents thèmes. Alors il n'y a pas de football actuellement, vous l'avez remarqué, car confinement lié à l'épidémie du coronavirus, mais l'actualité est riche, notamment avec différentes décisions de la Fédération française de football. On vous rappelle que les championnats du National 2 au district sont arrêtés définitivement, mais pas le championnat de National. Alors, quelles sont les conséquences? Le président de Dunkerque, Jean-Pierre Soarnec, sera avec nous pour nous en parler justement dans un instant. Le championnat de N2 est lui fini. On connaît donc les montées en National, dont Bastia, présidé par Claude de Ferrandi, qui sera avec nous justement, va s'intéresser vraiment au projet du club corse. Et puis, enfin, on terminera par un point sur le championnat de National 3 et les différentes conséquences de cet arrêt. À mes côtés pour cette émission, la crème de la crème du football amateur. D'abord, celui qu'on appelle The Voice of National, il s'agit Emmanuel Moine. Oh ben voilà, tout simplement. Bonjour Emmanuel. Salut Maxime, salut à tous. En effet, ravi de vous retrouver pour ce nouveau projet. Il n'y a plus de compétition, mais on est encore là. C'était notre promesse. Oui, c'est vrai. Il y a également la présence de quelqu'un qui connaît chaque footballeur français par cœur, Vincent Magnès. Bonjour Vincent. Salut Max, salut à tous. Et ben moi aussi, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et puis enfin, il gère le foot amateur. Foot amateur et chaque championnat n'a aucun secret pour lui. Jérôme Bouchacourt, bonjour. Salut à tous. Bon, Ouais, alors chaque championnat non, mais on va dire presque. que ouais, presque. On va dire ça comme ça. Bon, on va s'intéresser à l'actualité. L'actualité, c'est bien évidemment le communiqué de la Fédération française de football. Ça a eu lieu la semaine dernière, un arrêt des compétitions pour les différents championnats de National 2 au district. Je l'ai dit, pas le championnat de national, avec des montées, des descentes un petit peu moins que prévu. C'est vrai que il y a beaucoup de questions et certains clubs d'ailleurs s'en posent. On va essayer de répondre à certaines peut-être de ces questions. Mais on va faire un premier tour justement, j'ai envie de dire tour de table, mais bon, on est chacun chez nous, mais quand même, pour savoir, justement, qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Moi, à partir du moment où comme Noël Le Graët le disait, c'est-à-dire que le football ne peut pas remplir son vecteur social, à partir du moment où la situation sanitaire fait que le foot, on va dire, passe après toute autre cause, je trouve que la décision est assez logique d'arrêter les championnats. Alors certains ont dit que cette décision, elle est arrivée tardivement. Moi, je préférais retenir plutôt la sagesse des instances qui a réussi à se mettre, on va dire, au-dessus de la mêlée, d'avoir attendu notamment que le président de la République expose un peu son plan de déconfinement pour prendre des décisions, qu'elles soient surtout les plus équitables possibles, même si en définitive, il n'y avait pas de bonnes décisions. Ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie, forcément, c'est que le fait de mettre le N1 dans l'attente pose aussi, là encore, question, parce que il en va de soi que ça paraît difficile d'un point de vue fédéral d'arrêter ce championnat puisque le national est sportivement lié à la Ligue 2 et donc aux décisions de la LFP. Par contre, ça va poser question et on va en parler, je pense, notamment dans cette émission puisque les clubs de National 1 ne sont pas structurés financièrement et structurellement comme des clubs de Ligue 2. Donc, est-ce qu'ils peuvent attendre, on va dire, une reprise en cours d'été? On aura des éléments, j'espère, dans cette émission. Vincent, qu'en pensez-vous justement de ces différents choix qui ont été décidés par la Fédération française de football la semaine dernière? Alors je pense que Manu, il a quasiment tout résumé. Je m'attendais pas d'ailleurs à une réponse aussi longue de Manu, mais effectivement, je pense que sur les championnats National 2, National 3 jusqu'au district, ça me paraît logique d'avoir tout figé, même si effectivement il y a quelques incompréhensions au niveau des montées-descentes. En revanche, c'est au niveau national où je me pose la question parce que effectivement, c'est un championnat qui peut être considéré comme lié à la Ligue 2. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce championnat, il est considéré par la fédération comme un championnat professionnel, alors que cette même fédé ne l'a jamais réellement considéré comme un championnat professionnel. Jérôme, pareil, l'avis par rapport à ces différentes décisions et même une question tout simplement, est-ce que la fédération aurait dû aller plus loin finalement en arrêtant aussi le championnat national? Alors sur le championnat national, oui. J'ai eu pas mal de présidents de ligue et districts ces derniers temps, des présidents de clubs, des entraîneurs. Depuis 4 jours, ça n'arrête pas. En fait, ce qui ressort un peu, c'est que Noël Le Graët avait promis une décision uniforme pour tout le monde, et aujourd'hui, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on a monté des centres réglementaires sur les championnats nationaux, montée réglementaire, une descente sur les ligues et districts, le national qui ne s'arrête pas, et ça pose aussi un vrai problème qu'on verra tout à l'heure avec Jean-Pierre Skwarnek, mais il n'y a pas de décision uniforme.
Ensuite, moi, ce que je retiens des présidents de ligue que j'ai eus, c'est que chacun a fait des propositions. Il y avait des propositions qui étaient très intéressantes et que la Fédé ne les a pas retenues. Et moi, vraiment, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que, en gros, ça risque de péter, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un courant qui est en train de se monter contre les décisions fédérales. Il n'y a pas eu ils n'ont pas demandé aux clubs, aux ligues, aux districts exactement ce qu'il fallait faire, et c'est assez bizarre. Voilà. Donc, Après, si je peux me permettre, Jérôme, sans me faire l'avocat de la Fédé, parce que le problème, si tu veux, et je comprends qu'il faille demander l'avis des clubs, mais le problème, c'est que les clubs ont eux-mêmes leurs intérêts, qu'ils soient sportifs ou financiers. Est-ce que pour se placer en haut de la mêlée, comme je le disais tout à l'heure, et essayer d'avoir la décision la plus équitable et la plus juste, on sait qu'il n'y en aura pas de décision juste et équitable parce que la situation est exceptionnelle. Mais à partir du moment où tu consultes et tu prends l'avis de tout le monde et on sait que y a différents intérêts qui s'entrechoquent, est-ce qu'on aurait pu avoir une meilleure décision de ce fait-là? Alors, oui et non. Si tu veux, le problème, en fait, c'est que on donne une décision pour les nationaux, on donne une autre décision pour les ligues et districts. Ce qui va complètement à l'envers de ce qu'avait dit Noël Le Graët. Maintenant, c'est sûr que consulter 14 000 clubs, c'est tout juste pas possible. Mais moi, ce que je retiens des discussions que j'ai avec les présidents de ligues et districts, c'est que ils ont donné leur avis et aujourd'hui, leur avis n'a pas été consulté. Bon, je pense sincèrement que concernant les nationaux, c'est purement financier parce que la Fédé ne voulait sûrement pas avoir 18 clubs en N2, 16 en N3. Mais bon. Et puis, on a aussi des ligues qui sont pas sur le même pied d'égalité concernant les championnats, avec le nombre de matchs, avec le nombre de divisions, etc. Donc, c'est compliqué. Sincèrement, c'est une situation qui est très, très compliquée. C'est aussi pour ça que beaucoup d'acteurs me disent voilà, il va y avoir une contestation peut-être qu'on n'aura jamais vue dans le football français aujourd'hui. De toute façon, la décision qui a été prise par la Fédération française de football, et Emmanuel l'a dit il y a quelques instants, ne va pas satisfaire tout le monde, notamment notre invité dans quelques instants, Jean-Pierre Squarnec, qui, on le rappelle, le président de la formation de Dunkerque. Vincent, juste aussi, c'est que on l'a un petit peu évoqué, mais le fait qu'il y ait un point de vue sportif, et notamment, par exemple, le président de Dunkerque, bien évidemment, préfère aussi s'arrêter là parce que son équipe monterait donc en Ligue 2. Il faut aussi voir avec tout le monde, comment ça peut se passer finalement, selon vous, Vincent, les prochaines semaines au niveau du football amateur ou semi-professionnel? Alors justement, comme le disait Jérôme, c'est vrai que là, ça risque d'aller très loin. Ça risque, dans ces mots, ça risque de péter. Jean-Pierre Squarnec est très en colère, mais c'est pas le seul. Il y en a énormément. Sachez, messieurs, aussi que j'ai eu tout à l'heure Laurent Fournier, puisque je suis son adjoint à Poissy, donc je suis un peu aussi touché par ce qui se passe actuellement. Sachez que l'UNECATEF a envoyé un mail à chaque coach pour savoir si justement ils avaient été contactés, s'ils avaient été questionnés en fait quant à un éventuel arrêt ou pas des compétitions. Et aucun entraîneur ou aucun président n'a été justement contacté par rapport à ça. Je pense qu'il aurait fallu faire un tour de table. Pour te répondre encore plus objectivement, Max, je le disais tout à l'heure, en fait, c'est vrai que Jean-Pierre Squarnec, je peux le comprendre parce que ce championnat, ça fait des années qu'on veut le professionnaliser, ça fait des années que les présidents se battent pour avoir une Ligue 3 professionnelle. C'est toujours pas le cas. Alors forcément, il y a plein de points de vue financiers de ça qui vont rentrer en compte du point de vue politique. C'est compliqué à gérer, mais en tous les cas, ça n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, c'est une nationale qui est considérée comme un club, comme un championnat professionnel. Donc, c'est là où il y a justement incompréhension de toutes les parts. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose d'ailleurs à ce que vient de dire Vincent, tu disais, c'est vrai que le président de Dunkerque, il protège, et il va nous le dire tout à l'heure, mais lui, en tout cas, dans ce qu'il dit, c'est qu'il protège davantage l'intégrité physique de ses joueurs. C'est-à-dire que c'est une crainte en Ligue 2 aujourd'hui, c'est une crainte en Ligue 1, c'est une crainte aussi en National. C'est-à-dire, est-ce que toutes les conditions seront réunies pour que les joueurs
puissent jouer sans attraper la maladie, sans la transmettre, etc. Et qu'ils soient complètement protégés. Et Vincent parlait de la lettre de l'UNECATEF. C'est une lettre en effet qui a été envoyée aussi au niveau professionnel pour répondre, pour parler justement de ces craintes. Et je crois que la LFP a eu, juste avant qu'on commence à enregistrer cette émission, a pris acte, on va dire, de ce retour du terrain et prendra les mesures nécessaires pour que justement les conditions pour jouer soient parfaitement remplies. Bon, on l'a dit, hein, rien pour le championnat national. Justement, on va en parler avec notre premier invité dans cette émission, Jean-Pierre Skornek, le président de la formation de Dunkerque. Bonjour, président. Bonjour, comment allez-vous ? Très très bien, avec une très très belle équipe au passage. Bon, on l'a dit, pas de décision prise pour le championnat de national. On vous a vu, entendu, en montrant votre énervement, vos inquiétudes également. Qu'en est-il aujourd'hui, quelques jours après la décision de la Fédération française de football ? Je suis toujours dans le même état d'esprit. La première chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi on dissocie le National 1 du National 2 et du reste du monde amateur, puisqu'on l'est, jusqu'à preuve du contraire. On n'est pas 13 clubs amateurs dans un championnat professionnel, c'est 5 clubs professionnels qui se trouvent dans un championnat amateur. Donc on est un championnat amateur, donc le entre guillemets revirement d'idées entre la réunion des présidents de ligue du mercredi et le COMEX du jeudi m'a laissé un peu rêveur. Après, bon, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la décision du président. Je la respecte et je la prends comme telle. Et à cela viennent s'ajouter 2 autres problèmes. Le premier étant pour moi le plus important, c'est une reprise, oui, mais quelles sont les garanties sur la santé de mes joueurs et de mon staff ? Et la deuxième chose qui est beaucoup moins importante, mais qui existe quand même, c'est si on va jouer un 13e mois, qui le paye ? Parce qu'aujourd'hui, nos budgets sont faits sur 12 et non pas sur 13. Voilà, c'est les questions les plus importantes et je crois que la première, c'est surtout la santé et de mes joueurs et de mon staff pour entreprendre d'abord une réathlétisation dans un premier temps, avec des examens médicaux précédemment dont on ne connaît pas la durée exacte, et pour avoir les résultats tout du moins, réathlétiser, et après, dans quelles conditions on peut rejouer dans une France dont on ne sait pas de quelle manière elle sera déconfinée. Voilà. Emmanuel. Oui, Jean-Pierre, bonjour. Merci déjà de nous accorder du temps. Jean-Pierre, tu parlais de 2 raisons, 2 conditions pour toi qui sont très importantes pour reprendre. La condition, on l'a compris, donc de l'intégrité, que l'intégrité physique des joueurs soit respectée. L'argument forcément économique. Moi, j'avais une double question du coup à te poser sur les engagements sanitaires. Je crois que la LFP a répondu à l'UNECATEF il y a quelques heures en disant un petit peu les conditions qu'ils souhaiteraient mettre en place. Est-ce que ces conditions-là, elles te rassurent parce qu'on imagine qu'elle puisse être étendue au national. Et la deuxième chose, je sais que certains clubs de national ont évoqué, communiqué et affiché des pertes de 300 000 euros pour certaines sur leur exercice 2019-2020. Est-ce que pour toi, il y a un risque, bien sûr, que certains clubs déposent le bilan du fait de cette situation due au coronavirus ? Pour la première partie de la question, je ne connais pas ce que la LFP a dit aux clubs professionnels. D'abord, j'en fais pas partie, donc j'ai pas été destinataire de ces préconisations. Dans un deuxième temps, la seule chose que je sais par rapport à un virus, quel qu'il soit, et celui-là, on le connaît d'autant moins qu'il est nouveau et malheureusement qu'il continue de frapper en France et dans le monde entier, c'est qu'un sportif de haut niveau ne peut pas effectuer une charge de travail supérieure à 80% de ses qualités athlétiques habituelles à 100%. C'est la seule chose par rapport à un virus que je connaisse. Pour le reste, les médecins du club, d'autres médecins que nous avons contactés, sont en train de nous préparer de la documentation et des arguments pour faire une reprise qui soit une reprise, surtout après, si on considère le 11 comme date valable, à peu près 2 mois d'inactivité avec
peut-être un entretien, bien évidemment, journalier, mais il faut faire une différence entre le monde amateur et le monde professionnel. La plupart de mes joueurs vivent dans un appart avec leurs enfants. La plupart des grands joueurs pros vivent dans une villa avec du terrain. C'est pas les mêmes conditions pour pratiquer un suivi, comment dirais-je, sportif, d'un sportif de haut niveau pendant une période d'arrêt. Pour la deuxième partie, qui pourrait être la partie financière, on estime qu'on aura cette année des pertes, effectivement, sur les sponsors et les mécènes. Du temps où j'ai été président du C2F, on avait, entre guillemets, fait accepter à la Fédé et donc à la DNCG qu'un club amateur pouvait perdre entre 30 et 40% de son sponsoring et son mécénat pour l'exercice qui est en cours, et donc qui pourrait passer à la DNCG avec cette somme-là en moins, quitte à lui, charge à lui de se remettre dans les clous dans les 2 ans qui viennent. Alors bien évidemment, c'est du cas par cas, et ce sera traité ainsi par la DNCG, mais toutefois, oui, il y a des pertes. Aujourd'hui, on a des sorties, mais on n'a pas de rentrée. Alors bien évidemment, tout le monde va dire oui, effectivement, il y a le chômage partiel, c'est un fait, mais bon, il y a quand même d'autres sorties et il y a pas de rentrée à mettre en face. Et on n'a pas encore eu le deuxième effet qui se coule, qui est la demande de remboursement de nos partenaires pour les prestations qu'on n'a pas fournies. Et le troisième effet qui se coule sera celui de la saison prochaine, puisque moi j'ai amputé dans le cas d'un budget de N1 de 50% le budget sponsoring et mécénat. Vincent? Ouais, JP, donc en fait, je vais un peu comme Manu, en fait, je vais avoir, c'est une double question, enfin ça va se terminer par une double question, mais surtout confirmer en fait un peu tes propos. Tu parlais justement de 13e mois, c'est vrai que là c'est complètement légitime de penser à savoir qui va payer ce 13e mois. Ça pose forcément aussi la question contractuelle. Tu as des joueurs en fait qui sont en fin de contrat et que tu vas devoir prolonger d'1 mois, qui joueront certainement contre des clubs dans lesquels ils auront peut-être déjà donné leur accord. Et puis deuxièmement, si le championnat doit se continuer dans ces conditions, ça serait aussi et certainement dans des stades vides. Oui, alors tu as raison. Pour la première partie de ta question, qui est la partie contractuelle, après avoir fait une étude avec l'UNFP, on n'a pas de souci. En fait, le contrat est conclu pour une durée d'une saison sportive. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on met la fin de la saison sportive au 30 juin, puisque c'est la date qui est prévue initialement en début de saison. Mais si la saison perdure dans le temps pour un arrêt comme celui qu'il y a avec la pandémie, le contrat se prolonge automatiquement, donc il n'y aura pas de prolongation effective d'1 mois de contrat. Ce sera juste le contrat qui durera 13 mois au lieu de 12 mois. Ou 14 si on devait jouer jusqu'en août inclus, bien évidemment. Pour ce qui est du huis clos, effectivement, il y aura, à mon sens, une inéquité, puisqu'il y a des clubs où on sait que les supporters sont très forts et en nombre et peuvent pousser leur équipe à bien se comporter, et d'autres clubs où il y a moins de supporters et que c'est un peu plus sympa, enfin un peu plus cool au niveau de l'ambiance. Donc à partir de ce moment-là, il y a une inéquité. Mais quoi qu'il arrive, il y a plusieurs inéquités. Le fait d'arrêter un championnat et de le reprendre pour faire 9 journées, il y a l'inéquité de l'arrêt. Je prendrai un exemple, c'est le club de Boulogne qui était sur une série magnifique. Comment ils vont redémarrer les 9 journées, personne n'en sait rien. Nous, et je le dis d'une manière très honnête, on était un petit peu dans le dur. Comment on va redémarrer la partie qui arrive? On n'en sait strictement rien. Et la troisième chose, c'est pour cette période, hormis la période médicale et les assurances qu'on doit avoir, sur le plan sanitaire pour nos joueurs et notre staff, la reprise
dans chaque club par rapport à ses structures sera aussi totalement différent. Puisque un club pro, à la base, a des structures qui sont quand même un peu plus intéressantes que celles d'un vrai club amateur, et il y en a en national, et celui qui est entre les deux, comme nous on peut l'être, la situation sera bâtarde, comme l'est le championnat de fait d'ailleurs. Mais bon, hormis ça, s'il faut y aller, je me réserve le droit de ne pas y aller. Si jamais je n'ai pas toutes les garanties, je ne parle pas bien évidemment de la garantie financière, je sais que la Fédé la donnera, mais par contre, si on n'a pas les garanties pour la partie sanitaire et pour le bien-être des joueurs, je ne vais pas aller mettre la vie d'un de mes joueurs ou d'un membre de mon staff en jeu pour monter en Ligue 2, ça c'est clair. Ça, c'était l'avis par rapport à Dunkerque. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres présidents qui pensent comme vous et peut-être un boycott tout simplement de la reprise du championnat? Non, ça je ne pense pas. Non. Il y a eu un groupe des présidents du national qui a travaillé pendant quelques mois, qui a fait des propositions, pendant quelques semaines, qui ont fait des propositions à la Fédé. À l'époque, j'étais président du 2C2F, donc c'était Edwin qui allait, le secrétaire général du club, et je ne m'y rendais pas pour être neutre par rapport au syndicat, et donc, au syndicat, l'Union patronale des championnats de football amateur. Et donc, je sais que la base, et tout le monde l'avait dit, on avait envie de finir ce championnat. On a toujours envie de finir ce championnat. Le président de l'USLD a toujours envie de finir ce championnat. Maintenant, il lui faut des garanties parce qu'il a peur pour ses joueurs. Alors maintenant, on va imaginer que si on prend le classement, je l'avais sorti, tiens, juste pour rire, on pourrait dire que jusqu'à Lyon-Duchère, tout le monde a envie de reprendre le championnat puisque tout le monde peut monter. Alors, on va dire que Créteil et le Stade Lavallois sont un peu dans le ventre mou. Ils ne pourraient peut-être pas monter, peut-être pas descendre. Et en dessous, tout le monde a envie de reprendre parce que si ça reprend, puis qu'il y en a qui décident de ne pas reprendre, ils peuvent se retrouver dans la charrette. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, il y aurait deux clubs qui pourraient se dire que comment dirais-je, qu'ils n'ont rien à jouer. Mais les autres, ils ont tous à jouer quelque chose, nous aussi d'ailleurs. Sauf que moi, je ne jouerai pas la vie de mes joueurs là-dessus. Et je voudrais attirer votre attention sur une autre chose qui, elle, est aussi importante. Mettons que toutes les conditions soient réunies et qu'à ce moment-là, je dise effectivement, l'USLD va se préparer et l'USLD va aller jouer sa deuxième place ou la première, puisqu'on a un point du premier, pour aller en Ligue 2 sur les 9 derniers matchs, à des dates décalées jusqu'à fin juillet ou le 25 juillet, peu importe. Derrière ça, la saison va reprendre un mois plus tard en Ligue 2 ou en National. Aujourd'hui, on est incapable de dire ce qu'on va faire au niveau recrutement, puisqu'on ne sait pas où on va jouer. Donc, on peut toujours essayer de préparer un recrutement de National 1 ou de Ligue 2, mais quand vous allez finir votre saison fin juillet pour la redémarrer un mois plus tard, quand vous allez commencer à contacter les joueurs, ils auront déjà été contactés par d'autres clubs, ils auront déjà été, ils auront déjà signé des accords dans d'autres clubs. Donc, monter avec une équipe qui ne sera pas renforcée pour pouvoir aller jouer en Ligue 2, si c'est le cas, ce sera délicat. Sur l'équipe actuelle, il me reste 4 joueurs sous contrat à la fin de la saison. Remonter une équipe de National 1 dans ces conditions-là, en finissant si tard, ça va être excessivement délicat. Donc, les clubs de N2 qui, eux, ont terminé et qui savent qu'ils montent, ils ont de maintenant jusqu'au début de la reprise du championnat pour monter une équipe et ils auront beaucoup plus de facilité que nous pour le faire. Alors ça, c'est par rapport à différents scénarios qui ont été envisagés par la Ligue de football professionnel, en sachant que la saison pourrait être un peu plus longue s'il y a aussi les barrages. Ça aussi, c'est une donnée à prendre entre le 3e de National et le 18e de Ligue 2. Emmanuel. Ouais, moi, Jean-Pierre, quand je t'écoute et que je connais la situation sportive de l'USLD, ça veut dire que, entre guillemets, aujourd'hui, on sait que l'évolution, la crise sanitaire qu'on vit peut évoluer d'heure en heure, mais si les choses venaient à en rester telles qu'elles sont aujourd'hui, ça voudrait dire que toi, tu serais prêt à, on va dire, figer ce championnat de national et recommencer à zéro l'année prochaine, pas forcément faire monter 2 clubs et en faire descendre 2? À une seule condition, on repart avec les mêmes effectifs et les mêmes entraîneurs. Voilà,
tu peux pas refaire un champion, tu peux pas geler une saison et repartir avec des effectifs différents et redémarrer tout à zéro. Non, on repart avec les mêmes effectifs. Saint-Étienne me ramassons, je leur rends leurs sous et, et je redémarre la saison avec l'effectif que j'avais en début de saison et avec mon staff. Voilà. Mais il y a des conditions à chaque comment dirais-je, scénario. À chaque scénario, oui, chaque proposition, il y a des conditions. La reprise, il faut que sanitairement, ce soit, comment dirais-je, sûr que je ne vais pas laisser un de mes joueurs en route. Alors d'abord, n'oubliez pas que président de club, j'ai l'impression qu'au dessus, il y en a certains qui l'oublient, on est pénalement responsable de ce qui se passe. S'il y a un des joueurs qui on laisse sur le carreau pendant cette période-là, on va être directement à la casse-prison. Hein. Notamment, on n'aura pas 20 000 € en passant par la caisse départ. Donc, c'est quand même des situations sérieuses. C'est vraiment une problématique, mais qui est sérieuse par rapport à ce qui se passe dans la réalité de la vie. Et j'ai l'impression que dans le football, aujourd'hui, on n'est pas vraiment en phase avec la réalité de la vie, quoi. On est un petit peu ailleurs. Alors, je veux bien comprendre, et peut-être à juste titre, qu'en Ligue 2 et en Ligue 1, il y a 50 millions d'euros dehors et que c'est très important pour eux de les récupérer. Je peux comprendre ça. Pour nous, en national, on n'a rien à récupérer. Rien du tout. Mais s'il y a montée, si. Comment ? Hormis la montée, oui. Mais je ne vais pas les sacrifier un de mes joueurs pour monter en Ligue 2. Là, je serais irresponsable. J'ai des salariés. Mes salariés, dès qu'on a su qu'il y avait confinement, on a mis en place un moyen de travailler qui leur permet de travailler, on va dire, dans la majorité, dans les plus grandes précautions pour qu'ils ne soient pas touchés par le Covid-19. Je touche du bois, à ce jour, j'en ai pas eu un d'atteint par le Covid-19. Donc, c'est que les décisions qu'on a prises et l'organisation qu'on a mis en place fonctionnent et pourtant toutes les entreprises tournent. Donc, à partir de ce moment-là, je suis assez en phase avec moi-même. Par contre, demain, on me dit de rejouer au foot. J'ai aucune idée de ce qui peut se passer sur le corps humain d'un de mes joueurs ou de mon staff en se baladant partout dans la France, en faisant des efforts à très haute intensité, parce que si on calcule une semaine, mettons, d'examens médicaux, 4 semaines de réathlétisation pour faire allez, on va dire une Coupe du Monde de 9 matchs, va falloir qu'il soit au top tout de suite et qu'il rentre dedans. Donc, ça va être une préparation à très haute intensité pour des matchs à très, très haute intensité. Moi, je ne sais pas si le corps humain est capable de subir ça pendant une période virale. J'en sais rien. Pour un sportif de haut niveau, hein, bien évidemment, mais je n'en sais rien. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas ces choses-là. Et les questions que je pose aujourd'hui au corps médical dont c'est le métier, ils ne savent pas répondre pour l'instant. Ils n'en savent rien puisque justement, et à juste titre, ils n'ont aucun retour sur ce que peut être le Covid-19, sur comment dirais-je, le fonctionnement du corps d'un sportif de haut niveau, puisque le sport est arrêté depuis le début de la pandémie. Depuis qu'on a confiné, le sport est arrêté dans toutes les disciplines, quelles qu'elles soient. On est quand même une des rares fédérations à attendre. Alors, je sais que pour le monde professionnel, il y a des obligations par rapport à l'UEFA, j'ai bien compris, encore une fois, mais je reviens sur une chose qui, pour moi, est quand même la base du sport que je fais aujourd'hui. Je suis dans un championnat amateur. Je ne dépends pas de la LFP, je dépends de la LFA. Donc, on risque de m'imposer des conditions de la LFP, j'en fais pas partie. Justement, Jean-Pierre, oui. Pour avoir échangé depuis le début avec pas mal de vos collègues présidents ou avec des entraîneurs, aujourd'hui, on se rappelle le communiqué que vous avez sorti il y a un mois. Aujourd'hui, on est le 20 avril. Moi, la plupart, et j'ai eu Benjamin Herizoglou, par exemple, il n'y a pas très longtemps, mes correspondants ont eu, que ce soit les clubs d'Auvergne-Rhône-Alpes, Béziers, Le Puy, etc. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est pratiquement impossible de reprendre.
Hein, le sentiment qui revient de la part de tous les entraîneurs, les techniciens, les préparateurs physiques, c'est que c'est pas possible à moins de finir fin juillet. Sauf que on a l'impression que ça paraît presque impossible. Je sais pas, alors, la différence, encore une fois, de la LFP. La LFP a dit fin de saison le 25 juillet. Le championnat de National 1, comme la D1 féminine, est prolongé à l'heure actuelle. Par contre, on ne nous a pas fixé de date de fin. On n'a pas fixé de date de fin. La LFP a dit le 25 juillet. Nous, et je pense que le président Le Graët ne l'a pas fixé parce qu'il n'a aucune idée de ce que pourrait être la date de fin par rapport à nos championnats respectifs, que ce soit la D1 féminine ou le National 1. Donc, on sait qu'on pourrait repartir, mais sans date de fin. Le premier communiqué de l'époque, si vous vous en rappelez, c'était de dire si on ne reprend pas, enfin si le déconfinement n'est pas au 15 avril, la saison ne pourra pas se terminer au 30 juin. C'est ce qu'on avait dit par rapport à la préparation médicale. Aujourd'hui, avec la préparation médicale, vient se rajouter des études cliniques sur chaque joueur, sur la fonction cardiaque, sur la fonction pulmonaire et sur la fonction rénale, avec des examens sanguins très poussés. Pour avoir les résultats, il y a une date. Il faudrait même arriver à se dire que ces examens-là soient faits avant que le joueur ne puisse revenir au club. Donc, ça va prendre un certain temps. J'ai aucune idée du temps que ça peut prendre, peut-être une semaine, 10 jours, et après entamer une préparation. Mais pour entamer cette préparation-là, il faudrait que des gens compétents, je ne le suis pas, soient capables de nous dire que nos joueurs peuvent se réathlétiser sans aucun risque et après pratiquer leur métier sans aucun risque pour eux pendant une période déterminée que la Fédé déterminera. Mais ceci étant, tant qu'on n'a pas ces garanties-là, moi je suis excessivement dubitatif quant à la reprise, la possibilité de reprise du football en général. Et là, je mets même la Ligue 1 et la Ligue 2. J'ai vu que l'UNFP a sorti un communiqué en expliquant quand même qu'il y avait un pourcentage de joueurs assez élevé qui n'avaient pas envie de reprendre l'activité. N'oublions pas que nos employés, et qui sont les joueurs et les staffs, ne sont pas en vacances. Ils sont chez eux, ils sont confinés comme nous, dans le même état d'esprit que nous, parce que, quoi qu'il arrive, c'est un peu traumatisant et un peu anxiogène d'être enfermé chez soi sans pouvoir en sortir de manière libre. Donc, dans quel état ils vont revenir? Il y a l'aspect physique des choses qui est une chose très importante, mais il y a aussi l'aspect psychologique qui peut ensuite être aussi une deuxième lame qui risque de couper les pattes à quelques joueurs. Ouais, c'est exact. En tout cas, on suivra tout ça. Ouais. Emmanuel, une dernière question. Juste une dernière question, Jean-Pierre. Il était question, je crois, dans les dernières réunions de travail de la Ligue professionnelle de football, et on l'a dit, l'USL Dunkerque est un club de national et n'a pas de statut pro, mais il était question justement que la décision elle soit prise uniquement par les médecins du club. Si on entend tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, tu accepterais, on va dire, que le championnat de repartir avec l'USLD si par exemple les médecins au club te donnaient les garanties? Alors moi, j'ai 3 médecins au club, dont un médecin du sport. Il est contre la reprise. Point. D'accord. Voilà. Alors, tout simplement. Il est en train de. Alors c'est aussi il me dit j'ai du mal à être parce qu'il est aussi médecin à la Ligue des Hauts-de-France, mais médecin référent à la Ligue des Hauts-de-France en tant que médecin du sport. Mais il va m'envoyer un courrier avec ses préconisations, mais dans son courrier, pour lui, la reprise du sport aujourd'hui, dans la connaissance du virus actuel, est très difficile à envisager de manière sereine, c'est-à-dire en se disant il ne risque rien d'arriver à mes joueurs sur le plan déjà de leur vie. Alors déjà pour lui, la problématique risque d'être au niveau des blessures. Et on ne va peut-être pas jouer la carrière de joueur sur 9 matchs, quoi. En tout cas, on suivra tout ça s'il y a la reprise du championnat national ou non. On vous remercie, président du club de Dunkerque, Jean-Pierre Soarnec, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, bonne soirée à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve bientôt.
Merci, Bien à sûr. bientôt. On passe du championnat de national au championnat de national 2 avec un homme, on imagine, très très heureux aujourd'hui. Il s'agit de Claude Ferrandi, le président du Sporting Club de Bastia. Bonjour président. Bonjour messieurs, Bon, bien merci de évidemment, m'accueillir. avec grand plaisir aussi qu'on a vous accueillir. Merci de nous accorder quelques minutes par rapport à cette montée. Même quelques jours après, on imagine qu'il y a toujours la même ferveur et le même plaisir, bien sûr. Ah oui, bien sûr, ce plaisir-là, il sera, il ne s'effacera pas, bien au contraire, et je dirais que même il s'attise puisque là maintenant on a encore, on est dans l'expectative pour pouvoir reprendre. On ne sait pas quand est-ce que ça va redémarrer, mais on a très envie de redémarrer. Alors ça nous excite encore plus et ça met en exergue encore plus ce sentiment de joie. Je vous propose qu'on parle justement un peu de ce projet, le Sporting Club de Bastia, qui, comme beaucoup de clubs, ont déposé bilan, se sont retrouvés dans les divisions amateurs. C'est le cas, par exemple, ça a été le cas de Strasbourg, du Mans FC, qui sont aujourd'hui en Ligue 1 ou en Ligue 2. On vous souhaite bien évidemment le même parcours également avec le Sporting Club de Bastia. C'est vrai qu'Emmanuel, vous qui connaissez très très bien Bastia, ça a été un très très beau projet qui a été lancé sur plusieurs mois, plusieurs années aussi. Oui, alors justement, moi, la question que je voulais poser au président Ferrandi, qui nous fait bien le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, je crois qu'à la reprise du club à l'été 2017, après le dépôt de bilan, je crois que votre famille et la famille Luigi ont sorti, je crois, 600 000 euros. Il y a eu également 200 000 euros qui ont été mis par ce qu'on appelle les Socios, qui était une association en fait d'amoureux du Sporting qui ont lancé une collecte pour amener des fonds. Et derrière ça, vous avez mis en place ce qu'on appelle une SCIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. Moi, pour avoir échangé à cette époque-là, cet été 2017, avec beaucoup d'amoureux du Sporting, c'est vrai que le regret, c'était de se dire que ce qui est un monument du patrimoine corse et du football français aussi également, était victime, on va dire, de la gestion parfois hasardeuse qu'avaient pu avoir les dirigeants précédents. Et ces amoureux du Sporting ne voulaient pas que justement leur club soit pris en otage par des mauvaises gestions comme il a pu avoir par le passé. Est-ce que la mise en place justement de cette société coopérative d'intérêt collectif, je crois que c'est un sujet, un cas assez unique en France. Je crois que Guingamp avait amorcé également cette volonté. Est-ce que c'était justement pour redonner un petit peu le pouvoir au peuple, on va dire, du côté du Sporting ? Oui, c'est exactement ça. Le supporter bastiais a souffert effectivement de cette chute vertigineuse et catastrophique qu'a subi le club. Et en fait, il y a eu une défiance énorme qui s'est instaurée. Et ce qu'il a fallu faire, il faut redonner confiance dans ces cas-là. Quand vous arrivez, on vous connaît pas. Vous arrivez, vous dites bon, on va reprendre le club, c'est bien, on veut essayer de faire quelque chose. Les gens sont contents, mais en parallèle, ils sont méfiants parce que ils connaissent pas. Ils se disent bon, ok, mais qu'est-ce qui nous dit que tu vas bien faire les choses, que ta volonté est la bonne? Bon, voilà. Et en fait, il faut pouvoir redonner confiance en cassant cette défiance. Et quoi de mieux que de casser cette défiance? C'est de donner la parole au peuple et de dire, voilà, vous allez participer en partie aux grandes décisions. Les décisions, aujourd'hui, c'est les décisions stratégiques. C'est d'une part rendre transparente cette gestion, c'est donner l'accès au compte et de faire participer, au travers un conseil d'administration, sur les grandes orientations stratégiques, de faire participer tous les gens qui souhaitent y participer. Avec de façon organisée, attention, quand je dis tous les gens, c'est évidemment tout le monde est le bienvenu pour rentrer actionnaire dans le club. Mais après, ça doit passer par un système de collège. Voilà, ça reste assez technique pour réaliser tout ça, mais c'est ce qu'il faut. Justement, le fait qu'il y ait ce dispositif, est-ce que ça rend encore plus beau le parcours qui a été réalisé par le club de Bastia depuis maintenant quelques mois et cette accession aujourd'hui en national? Est-ce que ça le rend plus beau? Oui, peut-être. Parce qu'en fait, c'est la victoire de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut s'accaparer cette réussite, entre guillemets, du Sporting. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est remonté en national et c'est l'œuvre de tout le monde. C'est l'œuvre de tous les gens qui sont autour de nous. On dit toujours que les supporters sont avec nous, mais là, ils le sont réellement à travers leur souscription, les partenaires économiques qui ont suivi le mouvement, les collectivités. Donc, c'est vraiment une victoire collective. Et ça, effectivement, ça rend la chose un peu plus belle.
Emmanuel. Moi, j'ai la sensation, Président, et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'avec Vincent, on a pu commenter notamment le retour de Strasbourg en national, à l'époque Metz, enfin tous ces clubs qui ont eu un passé au niveau professionnel, et on a à chaque fois constaté que dans ce malheur, il y a eu en fait dans cette déconstruction, il y a eu la construction autour de nouvelles valeurs. C'est ce qu'a fait la force notamment du projet de Strasbourg, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas de votre côté, avec des joueurs qui sont pour beaucoup l'emblème de ce club et de cette région. Je pense à votre capitaine, notamment Michel Moretti, qui connaît très bien le football amateur et qui est un garçon, on va dire, aux valeurs énormes. J'ai l'impression que dans votre malheur, entre guillemets, vous avez réussi à reconstruire un projet qui parle beaucoup plus aux supporters du Sporting que ce qui avait pu être le cas précédemment. Effectivement, alors quand on part de choses comme ça, c'est vrai que c'est toujours l'occasion de rebâtir en ne reproduisant pas les mêmes erreurs. Et on se sert souvent justement des erreurs du passé pour ne pas les recommettre. Et c'est vrai que ça a donné un petit peu, ça a donné des bases qui sont différentes, où il y a eu peut-être beaucoup plus d'écoute, justement, le fait de vouloir ouvrir a fait qu'il y a eu beaucoup plus d'écoute, et peut-être que, alors, encore une fois, on est loin d'avoir réussi parce que le chemin va être encore très long, il faut qu'on soit conscient du travail qui nous reste à réaliser, mais effectivement, je pense que dans ce malheur-là, enfin dans ces malheurs-là, dans les cas que vous avez énumérés, à chaque fois, ça a été l'occasion, effectivement, de repartir sur des bases un peu différentes parce qu'on s'est servi des erreurs commises. Président, en fait, ouais, président, c'est vrai que vous montez là, donc, du coup, la saison n'est pas terminée, vous montez rapidement. Trois autres clubs sont comme vous, hein, sauf que moi, je pense que sur le travail de recrutement que vous allez avoir à faire avec vous, votre staff et la cellule recrutement, je pense que pour un club comme le Sporting Club Bastia, ça sera beaucoup plus facile de recruter, même si les autres championnats comme le national ne sont pas terminés. Par rapport à d'autres clubs en fait qui n'ont pas justement cette réputation que vous avez, je crois savoir que Mathieu Chabert et vous recevez des milliers de mails déjà de joueurs qui se proposent. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de propositions, des gens qui se proposent pour venir nous rejoindre. Alors deux choses, oui. Je pense que effectivement, c'est certainement plus facile pour le Sporting parce que le Sporting, malgré tout, sans prétention aucune, représente quand même quelque chose, c'est vrai, dans le football français. Donc, venir jouer au Sporting, on sait que c'est un club qui sera un petit peu sous la lumière malgré tout. C'est un club dans lequel les joueurs peuvent prétendre être mis justement sous cette lumière, peuvent prétendre exploser. On est dans des conditions favorables avec un public qui pousse toujours son équipe et qui fait que souvent les joueurs se surpassent et se mettent en valeur. Ensuite, on reçoit beaucoup de propositions, effectivement. Cela dit, ça n'augure pas non plus, malgré la facilité, de ce que ça va donner l'an prochain, parce que malgré tout, et ça, il faut en parler, c'est la déconvenue les déconvenues, c'est pas des déconvenues, pardonnez-moi, mais les difficultés que nous allons rencontrer sur le plan économique, qui vont être la conséquence de cette crise sanitaire dont j'espère on se sortira parce que c'est ce qui est le plus important. Mais voilà, ça va quand même être très compliqué de pouvoir bâtir quelque chose pas de solide, mais de compétitif, de très compétitif. Justement, au niveau de la politique du recrutement, ça peut être assez intéressant de l'évoquer, même si on en est encore loin. On est qu'au mois d'avril, le championnat n'est pas prêt de reprendre, mais on sait que vous avez mis en place d'abord quelque chose avec les jeunes pour reconstruire certains jeunes talents ou également des vieux briscards qui sont venus vous rejoindre ensuite. Est-ce que vous avez déjà une idée de cette politique de recrutement déjà pour la saison 2020-2021 ? Alors oui, cette politique-là, aujourd'hui, on a un bon nombre de joueurs de l'équipe qui nous a fait monter en national, qui est déjà sous contrat, je dirais, pour la saison à venir. Ensuite, ce qu'on fera avec Mathieu, c'est qu'on établira ses réels besoins selon les ambitions et les capacités que nous allons juger et les objectifs que nous allons nous fixer. Et ensuite, l'idée sera d'agrémenter vraiment de façon, je vais dire, chirurgicale sur des besoins bien précis, mais en sachant qu'aujourd'hui, la majorité de l'effectif est engagée pour la saison prochaine.
On se rappelle justement, Président, qu'à un moment donné, dans la phase 2, on va dire, de votre projet, après la non-montée en National 3, ce qui avait été bénéfique, enfin en tout cas de mon point de vue, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais c'était l'arrivée de ces joueurs corses, de ces joueurs d'ailleurs, pour certains formés au Sporting Club de Bastia, qui avaient connu les divisions nationales, National 2, National 3. Je parlais tout à l'heure de Michel Moretti, mais on pourrait parler bien sûr d'autres joueurs comme Anthony Salis ou Sébastien Lombard, qui ont participé à la montée historique du Sébastien en Ligue 2. Est-ce que le fait d'arriver aux plus hauts étages du championnat national, ça veut dire nécessairement d'aller chercher des garçons qui ont l'expérience du niveau du dessus, c'est-à-dire peut-être une expérience Ligue 2, voire Ligue 1? De mon sens, oui. Enfin, encore une fois, ça va dépendre des objectifs que nous allons nous fixer. Parce que c'est vrai que là-dessus, c'est les finances qui vont commander. C'est la sortie de cette crise qui va décider un petit peu de tout quand même. Parce qu'il ne faudra pas faire de folie. Il faudra rester bien concentré sur notre sujet et être terre à terre. Mais effectivement, selon les ambitions que l'on a, si à un moment donné on veut bâtir une équipe qui puisse être capable de jouer les premiers rôles avec une certitude, il n'y en a jamais, mais avec beaucoup de prétention pour pouvoir justement jouer le premier rôle et pouvoir grimper à l'étage supérieur, il faut, je pense, s'appuyer sur des gens qui connaissent ce niveau et qui en viennent depuis pas très longtemps, quoi. Alors, je vais dans la continuité justement d'Emmanuel, mais en citant deux noms, Jean-Louis Lecaille, Yannick Cahuzac. Est-ce que c'est des joueurs qui sont susceptibles de rejoindre le club de Bastia? On sait qu'ils sont attachés à la Corse. Mathieu Chabert, qu'on a eu l'occasion d'avoir par téléphone, en tout cas moi personnellement, a dit que potentiellement c'était des pistes. Qu'en pensez-vous, Président? Écoutez, on serait très très heureux de pouvoir accueillir de nouveau Jean-Louis, Yannick, et peut-être d'autres. Cela dit, même si le Sporting est international, Jean-Louis et Yannick sont en passe de monter en Ligue 1. Donc, je ne sais pas ce que sont leurs contrats aujourd'hui. Mais vous les avez eu au téléphone? Je serais tenté de leur dire, voilà, faites pas les fous quand même. Hein. C'est volontiers, mais il faut quand même qu'ils pensent à leur avenir. Et je pense que des contrats en Ligue 1, ça, quand même, il faut pas les gommer, quoi. Vous ne les avez pas eu au téléphone Alors, j'ai pas eu Yannick, j'ai Jean-Louis, puisqu'il m'a appelé pour me féliciter. Mais voilà, bon, sincèrement, on a déjà évoqué leur retour, mais sincèrement, aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Emmanuel. Moi, j'avais une petite question, Président. Ça concerne cette saison parce qu'on a vu un spectacle incroyable en National 2 dans ce groupe A avec deux têtes d'affiche et presque un duel à trois, même sur la fin, avant que ce championnat soit définitivement terminé pour les raisons qu'on connaît. Un petit message quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tensions entre le Sporting et Sedan, parce qu'il y a deux clubs qui ont une histoire, deux grosses communautés de supporters, deux présidents aussi qui ont du caractère, il faut le dire. Le Sporting, c'est 17 victoires en 21 journées, et pourtant Sedan a fait une saison absolument magnifique. Aujourd'hui, c'est le Sporting qui monte. Est-ce que vous auriez un message à adresser, peut-être d'apaisement vis-à-vis des Sedanais et du peuple ardennais? On sait que ça a été chaud lors de la dernière confrontation entre les deux clubs, mais maintenant qu'on est dans des circonstances un petit peu particulières, maintenant que vous avez l'assurance de monter aussi en national, est-ce que vous auriez un message à adresser aux Sedanais? Oui, alors il n'y a pas eu de tension, en tout cas. Ce sont des tensions normales, je dirais, entre supporters où il y a eu, sur un match à enjeu, où chacun veut faire valoir évidemment les qualités de son équipe et le fait que son équipe est meilleure et que voilà, on crie plus fort que l'autre. Cela dit, il n'y a pas eu de tension particulière. J'ai pas forcément de message d'apaisement. Alors visiblement, il y aurait des griefs de la part de Sedan vers le Sporting. Il n'y en a pas du Sporting vers Sedan. Je regrette un petit peu que le nom du Sporting soit jeté en pâture de la manière dont c'est fait aujourd'hui, sans victimisation aucune, parce qu'on se défendra de tout et pour moi, il n'y a pas de sujet majeur inquiétant. Je regrette simplement ça, c'est qu'on puisse affirmer des choses qui certainement ne sont pas. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui croient savoir des choses, mais qui ne savent pas. Et là-dessus, je pense qu'il faudra avoir des réserves. Mais bon, voilà. Le principal, c'est que moi, je sais où est notre club aujourd'hui. Je sais où il sera la saison prochaine et de quelle manière. Vincent.
Ouais, justement, Président, en fait, concernant avec ce petit sujet avec Sedan, en tout cas, nous, avec Manu, c'est ce que Manu vous disait tout à l'heure, on y était, nous, on a commenté le match retour. C'est vrai que Sedan a fait une première partie de saison extraordinaire, mais ça les a pas empêchés de chuter au plus mauvais moment et vous, justement, de repasser. Donc, forcément, si eux ressentent une injustice, ce que je peux comprendre, je pense que vous aussi, vous avez en droit de ressentir justement aussi une injustice sur le fait que vous êtes monté parce que c'est le règlement qui dit que vous devez monter. Vous étiez premier au moment où ça s'est arrêté. Vous n'avez pas volé votre montée. Et je me souviens surtout d'une phrase de Mathieu Chabert après ce match qui nous a dit la semaine prochaine, Sedan doit aller jouer à Sainte-Geneviève. Nous, on reçoit je sais plus qui. Et il avait dit on sera premier. La semaine prochaine, on sera premier et on va monter. On recevait Belfort, tout à fait ça. Là-dessus, vous avez raison. Je tire mon chapeau à Sedan qui a fait un début de saison tonitruant, puisque nous-mêmes, on était persuadés de faire la saison qu'il fallait pour être champion. On avait un parcours de champion, nous n'avions que 2 défaites à la trêve. Sedan a fait quelque chose d'exceptionnel. Après, nous, on s'est dit que de toute manière, on n'avait pas grand-chose à perdre. C'était tenir bon, en espérant qu'il puisse faire un faux pas à un moment donné. Parce qu'on savait quand même, si eux ne le savaient pas, nous on le savait, qu'à un moment donné, ils allaient faire un faux pas. Je veux dire, on ne rencontre pas d'équipe qui puisse faire un championnat de 30 matchs et gagner ces 30 matchs sans encaisser un but. Voilà, il n'y a que qui le croyaient. Nous, on n'y croyait pas. On a bien fait de ne pas y croire. On a cru en nous et nous n'avons regardé que nous, en fait. Nous nous sommes concentrés sur un sujet, le Sporting. Et peut-être qu'ils ont fait une erreur aussi, c'était de se concentrer sur un mauvais sujet. Aujourd'hui, voilà, effectivement, notre montée, elle est loin d'être volée. On a mérité tout ce qu'on a aujourd'hui, on l'a mérité. C'est le fruit de notre travail, c'est le fruit du travail de chacun, que ce soit des bénévoles, des joueurs sur le terrain, du coach, du staff, des gens qui sont à la billetterie, des gens qui sont à la buvette, des dirigeants, de tous les gens qui sont autour de nous, qui mettent du cœur, qui viennent nous supporter. On a amené 1200 supporters avec nous et ça, je pense qu'il fallait le faire. Et tout ça, c'est le travail de chacun. Et c'est parce qu'on y a cru aujourd'hui, nous sommes là. Et je pense qu'on s'est concentré sur les bonnes choses et pas sur les mauvaises. On n'a pas perdu notre énergie. Au contraire, on l'a concentré sur notre objectif et c'est ça qui a fait qu'on l'a atteint aujourd'hui. Emmanuel. Ouais. Moi, j'avais une petite question. Il y a une question que je crois que tous les journalistes la question qu'on vous a le plus posée cette saison, c'est pourquoi vous êtes séparé de Stéphane Rossi. Alors, je vais un petit peu innover et vous en poser une autre relative à ce même événement qui a quand même été un marqueur très important pour le Sporting dans cette saison. C'est pourquoi être allé chercher Mathieu Chabert. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez ce personnage qui semble être complètement tombé amoureux et du Sporting et du territoire sur lequel il vit désormais? Alors Mathieu, c'est particulier parce que bon, c'est vrai qu'après l'éviction de Stéphane, il faut savoir d'abord que l'éviction de Stéphane s'est faite, je dirais, assez rapidement, et qu'en fait, elle s'est faite. On a fait les choses. Je vais dire. Alors, c'est dans l'ordre, c'est-à-dire que on a mis fin aux fonctions de Stéphane et ensuite on s'est mis à la recherche d'un coach. Et en fait, quand on a recherché le coach, alors vous imaginez que, alors, on avait l'opportunité de le faire, hein, on avait du temps devant nous pour pouvoir le faire, mais la recherche d'un coach était compliquée. J'ai eu plusieurs profils de plusieurs personnes au téléphone, des gens que je remercie d'ailleurs de leur du fait de m'avoir écouté et de leur discours, de leur sincérité et de leur intérêt qu'ils ont pu avoir envers le Sporting. Et en fait, un soir, c'était une veille de week-end, c'était un vendredi. J'ai eu Mathieu et alors déjà c'était rigolo parce que quand j'ai appelé, il a décroché en disant bonsoir président. Et si vous voulez, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et puis Mathieu a eu un discours qui m'a capté de suite, où il a fait transpirer des valeurs qui sont très proches des nôtres, pour ne pas dire les nôtres. Et voilà, on a eu ce discours de sincérité. Après, ça s'est fait relativement vite avec Mathieu, mais enfin, j'ai quand même pris le temps. Ça a pris quand même 3-4 jours pour qu'on puisse bien jauger, avoir de nouveau les personnes au téléphone. Et Mathieu, voilà, dans son discours, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il m'a dit, à ce qu'il a raconté, eh ben, j'ai trouvé ça convaincant et on a décidé avec les autres dirigeants que ce serait notre coach pour l'avenir.
Concernant Stéphane Rossi, Oui. c'est la défaite à Saint-Maur le 19 octobre qui a un peu précipité les choses. C'est le plus gros écart en plus qu'il y a eu entre vous et Sedan. Il y avait 6 points ce soir-là. C'est ce match qui a vraiment fait la différence. Alors, sincèrement, c'est pas le match en lui-même. Après, c'est vrai qu'on avait un gros écart. On était à 6 points. Et je pense qu'il fallait anticiper cette action. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas attendre, pour prendre une décision en tout cas, soit de garder, soit de s'en séparer. Il fallait prendre une décision. Je pense que c'était le bon moment pour se poser la question de dire, voilà, aujourd'hui on est à 6 points, qu'est-ce qu'on veut pour demain? Parce que s'il fallait attendre d'en avoir 9 ou 12 pour dire, bon, ben, on change de coach, je veux dire, c'est mort d'avance. Donc il fallait anticiper certaines choses. Les événements, je ne vais pas dire qu'ils nous donnent raison parce que ça se serait peut-être passé de la même manière si on n'avait rien changé. Voilà, on ne peut pas dire. Voilà. Ce que je veux surtout pas, c'est avoir une attitude qui soit très, très prétentieuse. Mais il fallait faire un choix. Il y avait quelques dysfonctionnements. Il y avait des choses qui ne passaient peut-être plus comme elles auraient dû passer. Et c'était, je pense, le bon moment d'effectuer ce changement pour éviter d'être confronté à une situation, je dirais, à un point break, quoi, où on aurait été à une situation de non-retour, où on aurait dit, bon, ben voilà, maintenant on va changer, mais malheureusement, si l'écart avait été plus important, ça aurait peut-être été trop tard. Les résultats vous donnent raison, quelque part, puisque derrière, c'est 8 victoires et 2 matchs nuls avec cette première place. Oui, non, mais c'est vrai. Je n'ose pas le dire. Je suis quelqu'un de très réservé, je n'ose pas le dire. Mais effectivement, aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Emmanuel. Moi, j'avais une dernière question à vous poser, Président. C'est peut-être plus une question personnelle vis-à-vis vous de votre attachement au Sporting. On sait que vous êtes un entrepreneur, un homme qui réussit dans les affaires. Vous êtes jeune pour un président de foot, en tout cas dans l'environnement qu'on a l'habitude de rencontrer. Vincent parlait tout à l'heure de l'attachement, de l'engouement autour du Sporting et notamment le fait de pouvoir faire venir les joueurs. Nous, on parle souvent avec des joueurs. On pourrait citer 2 cas qui nous parlent du Sporting comme s'ils y avaient joué, par exemple, avant-hier. C'est Pierre-Yves André et Magno Noves, qui à chaque fois qu'ils parlent du Sporting, il y a quelque chose qui se passe véritablement dans leurs yeux. Vous, c'est quoi votre attachement au Sporting? Je veux dire, quelque part, vous avez votre entreprise familiale qui marche très très bien. Pourquoi être venu prendre des risques et avoir investi dans un sport comme le football où on sait que souvent, eh bien, on n'a pas de retour sur investissement en termes financiers purs et en termes business purs? Alors, il y a plusieurs choses qui font que, en tout cas nous concernant, qui font qu'on s'est lancé dans cette aventure-là. Il y a évidemment l'attachement viscéral qu'on peut avoir avec le Sporting parce que petit, moi je suivais, mes frères m'ont mené au stade pour aller voir jouer, pour aller voir les matchs. Je me souviens dans ce vieux stade qui était le stade Armand Cesari avant qu'il soit refait. Donc, il y a cet attachement au football, même si je ne suis pas un grand joueur, cet attachement à ce sport qui est important. Ensuite, quand cette catastrophe arrive, il y a la conscience, le fait que le Sporting aujourd'hui fait partie de l'histoire de la Corse, pour les bons moments, mais aussi pour les mauvais. Et dans les souvenirs qu'il ne faudra jamais oublier, c'est la catastrophe. Donc, il y a un devoir de mémoire aussi à honorer et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles le club doit vivre. Et en fait, quand un monument comme ça est en passe de disparaître, c'est catastrophique sur le plan économique et c'est catastrophique sur le plan sociétal parce que justement, le devoir de mémoire aide aussi à garder un lien entre les gens. Et par rapport à tout ça, vous ne pouvez pas rester insensible. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'abord une réunion de pas mal de chefs d'entreprise qui ont tenté l'aventure pour essayer de reprendre, dont nous faisions partie. Et puis après, il y a eu la dégringolade dans le monde amateur. Et avec Pierre Noël, Luigi, parce qu'il faut saluer aussi l'investissement de la famille Luigi aux côtés de la famille Ferrandi, de vouloir justement sauver ça. Et quand je dis Luigi et Ferrandi, je n'oublie pas tous les entrepreneurs qui étaient là au début des discussions et qui sont aujourd'hui autour de nous dans l'ombre. Que finalement, il
peuvent pas, ils n'ont pas le temps matériel de pouvoir s'adjoindre à nous, se joindre à nous, pardon. Mais en tout cas, ils sont autour de nous. Il y a des aides financières qui émanent. Et tout ça, voilà. Je pense que tout le monde a conscience de ça, qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect, peut-être même trois. Il y a l'aspect affectif très fort, l'aspect économique et l'aspect sociétal, encore une fois, où ça permet de garder le lien entre les gens. En tout cas, c'est un très beau travail que vous avez réalisé avec le Sporting Club de Bastia. L'année prochaine, donc, on vous retrouvera dans le championnat national. Merci beaucoup, Président, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Claude Ferrandi, Merci. avec grand plaisir. On vous retrouve l'année prochaine avec un public en or, hein, comme d'habitude. Ouais, j'espère. Et merci de l'intérêt que vous nous portez. Merci beaucoup. Bon, on rappelle bien évidemment qu'en plus de Bastia, il y aura aussi Saint-Brieuc, 7 et puis Annecy qui vont monter en national. On va s'intéresser rapidement pour terminer cette toute première émission au championnat de National 3 qui s'est également terminée. Jérôme, justement, c'est peut-être l'occasion de faire un petit bilan, un petit point, parce que là, il y a quand même quelques différences par rapport au championnat National 2 concernant à la fois ceux qui étaient en tête et ceux qui vont monter. Ce n'est pas les mêmes finalement sur deux championnats, c'est bien ça ? Oui, il y a deux très gros points chauds en National 3 par rapport à l'arrêt des championnats. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, où on avait deux clubs qui étaient à égalité avec le même nombre de points, la même différence de but, et les deux clubs avaient aussi fait 0-0 au match aller. Donc, quand la fédération a sorti son communiqué jeudi dernier, en fait, il parlait des règlements habituels, donc on a pris la meilleure attaque. Enfin, tout le monde a pensé que c'était aux Lyonnais qui avait la meilleure attaque, 46 buts contre 44 pour Rumilly-Vallière, qui était promu. Et samedi soir à 23h13, comme quoi ça bosse à la Fédé à 23h13 au samedi soir, ils ont mis le procès-verbal du COMEX en ligne et il s'avère qu'il y a un point que personne n'avait imaginé, et d'ailleurs qui est en train de faire vraiment un débat de partout. La Fédé prend en compte le nombre de matchs à l'extérieur faits par le club en cas d'égalité. Truc un peu aberrant qui sort de nulle part. Et Rumilly-Vallière a fait 9 matchs à l'extérieur et au Lyonnais 8. Donc c'est Rumilly-Vallière qui serait promu en National 2. Alors ça fait hurler le président de Lyonnais, bien sûr, qui ne comprend pas trop. On a le même cas d'ailleurs en D2 futsal entre Chavanoz et Kingersheim sur ce sujet des matchs à l'extérieur. Et là, les clubs disent assez logiquement, on choisit pas le calendrier, c'est pas nous qui le faisons. Donc on joue à l'extérieur ou à domicile, plus de matchs. Enfin, ouais, c'est assez particulier. Et l'autre, c'est La Roche-Vendée Football et les Voltigeurs Châteaubriand en N3 Pays de la Loire, où La Roche avait un point d'avance sur Châteaubriand, mais Châteaubriand un match de moins. Donc là, c'est le ratio, ce qui va d'ailleurs s'appliquer à tous les championnats nationaux, ligues, à tous les niveaux. C'est le ratio point-match joué. Et donc, Châteaubriand repasse devant La Roche VF. Et ça crée, on va dire, un gros scandale côté vendéen où La Roche a déjà annoncé qu'il saisissait le CNOSF pour contester cette décision. Ouais, de toute façon, on imagine que tout ça n'est pas terminé, qu'il va encore y avoir quand même pas mal de rebondissements par rapport à ce championnat de National 3 et puis d'autres également peut-être au niveau régional ou même district. On va en tout cas ça terminer cette émission avec ce championnat de N3. Peut-être le temps de faire un petit dernier tour de table par rapport à cette émission, le talk du foot amateur. Parce que oui, on a voulu lancer ce projet tous ensemble pour donner la parole peut-être à certaines divisions qui sont très peu mis en lumière et pourtant il y a de très belles histoires. C'est un petit peu ça, hein, Emmanuel. Ouais, l'idée de cette émission, c'est que c'est un outil pour moi, pour les journalistes que nous sommes, parce qu'on représente tous un peu des rédactions différentes, pour également les clubs qui peuvent s'exprimer, comme ça a été le cas, on l'a vu avec Bastia et Dunkerque aujourd'hui dans cette émission, mais aussi aux supporters, aux sportifs. Nous, c'est vrai que c'est un football qui nous enchante, les divisions nationales. L'idée, forcément, c'est de faire du débat, c'est de raconter des histoires. Peut-être que parfois, il y a des avis qui plairont pas, on va dire, à tout le monde, mais l'idée n'est de froisser personne dans cette situation qui est tout à fait particulière. L'idée est d'être mesuré aussi. L'idée est d'être digne, on va dire, par rapport à l'époque qu'on est en train de vivre et de parler de notre passion en toute liberté et de la partager avec vous tous. Ouais, Vincent, j'imagine le même avis. Vous le passionnez du football français ?
Ouais, exactement. En fait, comme Manu l'a fait en introduction, il l'a tout aussi bien fait en conclusion. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est génial de pouvoir parler de tous ces championnats. Moi qui suis ancien joueur, aujourd'hui consultant, l'idée que vous avez eue et donc qu'on a eu tous les quatre, en fait, elle est effectivement géniale. Sur les émissions prochaines, il y aura encore de très très beaux sujets avec des très belles personnes à découvrir. Jérôme, même avis? Oui, tout à fait. Moi, tu vois, le site, Foot Amateur va fêter ses 6 ans, non, 7 ans, pardon, dans quelques jours, donc dans 10 jours, le 1er mai. Donc, ça fait autant de temps que je parle de tous ces niveaux, national, N2, N3, même Ligue, District, etc. Tous les jours, et des histoires, des belles histoires, il y en a partout. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est qu'on rencontre des gens sur les terrains, Vincent et Manu, même toi Max, vous pouvez le voir quand on va sur les terrains le week-end. Alors, on rencontre des gens qui sont extraordinaires. Le foot, c'est pas seulement Neymar, Mbappé, l'équipe de France, etc. C'est tous ces gens qu'on voit au quotidien et dont il faut parler parce qu'ils le méritent sincèrement, quoi. Voilà pour le talk du foot amateur, cette première émission qui se termine. Merci beaucoup, messieurs. Merci Max. Merci Max. Merci Max. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Puis la semaine prochaine, on continuera bien évidemment de parler du football amateur avec notre invité Kylian Mbappé, qui sera présent justement. Manu, c'est toi qui gères ou pas? Ouais, on essaie de voir. On ne promet rien. Bon, merci en tout cas à vous et à la semaine prochaine. Bye. Salut. Wow.